Généralement, quand on parle de morale ou d'éthique, on s'attend à une ligne des démarcations super claire. Ouais, on aime bien les choses simples. Exactement. On aime imaginer nos valeurs comme un feu de circulation à une intersection, en fait. Vert, c'est bien, c'est l'action juste. Rouge, c'est mal, c'est l'interdit. C'est net, c'est binaire. Et honnêtement, c'est un cadre psychologique qui est extrêmement rassurant. Totalement rassurant. On a tous ce besoin profond de croire que les actions humaines peuvent être rangées dans des boîtes bien propres, avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. La clarté morale offre un confort indéniable, ça c'est sûr. C'est un peu le filtre cognitif qui nous permet de mettre de l'ordre dans le chaos monumental qu'est la société humaine, quoi. Sans ces repères, chaque décision deviendrait une crise existentielle. Sauf que, et c'est là que ça se corse, dès qu'on quitte la théorie pour mettre les pieds dans la boue du changement social ou de la politique de terrain, soudainement, les couleurs de notre feu de circulation se mélangent complètement. Oh que oui, le rouge devient vert, le vert devient rouge. Et parfois tout clignote en orange. Exactement. On navigue dans un paysage pragmatique qui est, pour être tout à fait honnête, d'une complexité troublante. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire les pépites de sagesse sur la mécanique complexe des mouvements de masse et l'anatomie du pouvoir. Vaste programme. Ouais. Et pour faire ça, on va disséquer un manuel assez redoutable, écrit en 1971 par Saul Alinsky. Ça s'appelle Rules for Radicals ou Règles pour les radicaux en français. Alors, juste avant de plonger là-dedans, c'est vraiment crucial de poser un cadre strict. Oui, vas-y. Ce livre plonge les mains dans le cambouis de thèmes politiques intenses. On y parle de révolution, de l'organisation de la gauche, des contre-attaques de la droite, et surtout de l'ordre établi, ce qu'on appelle souvent l'establishment. C'est ça. Donc, on tient à préciser formellement à ceux qui nous écoutent que cette exploration ne prend absolument aucun parti. Il n'y a aucune approbation d'une quelconque idéologie ici. Zéro. L'objectif est purement analytique. On va examiner de manière clinique et factuelle les tactiques présentées par l'auteur dans nos sources. D'accord, décortiquons tout ça. L'auteur part d'un postulat de base fascinant, presque brutal, pour catégoriser la société. Il dit que l'humanité est divisée en trois groupes distincts. Lesquels? Au sommet, on a les possédants. Ce sont ceux qui ont le pouvoir, la richesse, et dont l'unique but est de geler le statu quo. Ils veulent que demain soit exactement comme aujourd'hui. Logique, ils ont tout à y gagner. Voilà. Tout en bas, il y a les non-possédants. Ils n'ont rien, pas de levier de décision, et leur survie dépend de leur capacité à bouleverser ce fameux ordre établi. Et au milieu, j'imagine qu'on a le reste de la population. C'est ça. Coincés au milieu, dans une anxiété totale, ce sont ceux qui ont un peu et en veulent plus. La classe moyenne, déchirée entre la peur de perdre son petit confort et le désir de s'élever. C'est une vision très très crue. Mais la vraie claque? L'idée de départ d'Alinsky, c'est que pour changer le monde, il faut d'abord accepter de le regarder tel qu'il est, avec toute sa laideur, et non tel qu'on voudrait qu'il soit dans nos fantasmes. Ce qui est fascinant ici, c'est la violence avec laquelle cette injonction d'accepter le monde tel qu'il est vient pulvériser nos illusions éthiques. C'est-à-dire? Si le but d'un mouvement, c'est vraiment de créer un changement systémique, il faut se débarrasser de cette paralysie morale qui consiste à vouloir garder les mains propres à tout prix. Ah, on arrive au fameux débat sur la fin et les moyens, c'est ça? Exactement. L'auteur s'attaque au bulldozer à la question «la fin justifie-t-elle les moyens?». Selon le texte, poser cette question dans l'absolu, c'est une perte de temps. Le monde réel ne fonctionne pas dans l'absolu. Donc on pose la question comment? La seule vraie question pragmatique, c'est est-ce que cette fin particulière, urgente, justifie ce moyen particulier dans ce contexte précis? Attends donc, la morale perd son statut de vérité universelle. Elle devient élastique selon la cause? Circonstancielle, c'est le mot exact. Le jugement historique sur vos actions dépend de votre position, de votre distance au conflit et surtout du verdict final. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire, quoi. Toujours. L'auteur a une formule redoutable pour ça. Un rebelle qui prend les armes et échoue, il est exécuté comme un traître. Mais le même rebelle, s'il réussit et prend le pouvoir avec les mêmes méthodes violentes, Il devient un père fondateur. voilà, et on lui érige des statuts. L'opposition jugera toujours vos moyens comme immoraux, simplement parce qu'ils sont braqués contre elle. C'est implacable. Ça me fait penser à une partie d'échecs professionnels, tu sais. Comment ça? Tu gagnes pas en espérant naïvement que l'adversaire va sacrifier sa reine par pure bonté d'âme ou par pitié. Tu dois jouer sur l'échiquier réel avec des règles brutales. C'est une excellente analogie. Mais j'ai une question. L'histoire regorge de mouvements basés sur une morale pure, non? Qu'en est-il de Gandhi, par exemple? C'est l'incarnation de la non-violence et de la pureté morale. C'est l'exemple classique.
Mais dans les sources, le cas de Gandhi est analysé comme la démonstration parfaite de ce pragmatisme. Sérieux? Gandhi, pragmatique? Complètement. L'auteur démonte l'idée que la résistance passive en Inde n'était qu'une grande élévation spirituelle. C'était surtout le seul outil fonctionnel disponible. Parce qu'il n'avait pas d'armes. Exactement. S'ils avaient eu un arsenal militaire massif, l'histoire aurait pu être beaucoup plus sanglante. D'ailleurs, quand l'Inde devient indépendante et que Nehru prend le contrôle de l'armée, Il s'en sert? et comment? Il n'hésite pas à utiliser la force militaire conventionnelle au Cachemire. Les moyens changent quand les outils changent. D'accord, donc la vertu n'est adoptée que quand c'est la seule option. Mais ça dépend aussi de l'ennemi en face, non? C'est le cœur du mécanisme. La tactique de Gandhi a marché parce que l'Empire britannique avait une tradition démocratique et libérale. Il pouvait ressentir la honte publique face aux manifestants battus. Ils ont utilisé la propre morale de l'ennemi contre lui. Exactement. Imagine la même stratégie non violente face à l'Allemagne nazie. Ça aurait été un massacre silencieux total. Les manifestants auraient juste disparu. C'est glaçant, mais logique. Et il y a d'autres exemples historiques dans le livre. Oui, la déclaration d'indépendance américaine. C'est un chef-d'œuvre de propagande. Propagande. On nous l'enseigne comme le sommet de la philosophie humaine, pourtant. Thomas Jefferson a listé toutes les exactions britanniques, mais a volontairement omis tous les bienfaits de l'Empire, comme la protection navale ou le commerce. Pourquoi effacer ça? Parce que si tu dis l'Empire a tort à 60%, personne ne va risquer la potence pour une différence de 20%. Pour mobiliser des gens vers un conflit mortel, il faut polariser l'enjeu à 100%. L'ennemi doit devenir le mal absolu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si les moyens sont dictés par le pragmatisme, ça demande une refonte totale de notre vocabulaire. Tout à fait, il faut se réapproprier les mots dits sales. Ouais, l'auteur parle de mots comme pouvoir ou intérêt personnel. Mais attends, l'intérêt personnel, c'est pas juste une façon polie de dire égoïsme. L'altruisme n'existe pas du tout pour lui. Pour lui, l'altruisme pur est une illusion dangereuse. L'intérêt personnel, c'est le vrai moteur de l'action. Quant au pouvoir, c'est simplement la dynamo de la vie. La dynamo. Oui. Avoir des idéaux de justice sans le pouvoir de les imposer, c'est comme avoir des plans de maison sans marteau ni briques. Ouais, ça reste dans la tête. Mais les nations justifient toujours leur guerre par de grands idéaux, sauver la démocratie, tout ça. L'habillage moral arrive toujours après coup. Regarde la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis se sont alliés à la Russie communiste contre Hitler. C'était pas par amour du marxisme, c'était par pur instinct de survie. Un intérêt personnel existentiel. Exactement. Et dès que la guerre s'est terminée, l'intérêt personnel a changé et l'URSS est redevenu l'empire du mal. C'est froid. Et du coup, ça nous mène à un autre mot très clivant, le compromis. Chez les puristes, le compromis, c'est une trahison. C'est se vendre. Et c'est un énorme paradoxe. L'auteur explique que refuser le compromis, c'est totalitaire. Le compromis, c'est la respiration d'une société libre. C'est-à-dire? Si tu représentes des non-possédants qui n'ont rien, tu exiges 100% de tes revendications et tu obtiens un compromis à 30%. Tu n'as pas trahi, tu as avancé de 30%. Ah ouais, vu comme ça. Mais c'est un exercice de haute voltige psychologique. Faut exciter les foules, promettre 100%, et après signer pour 30% tout en leur disant qu'elles ont gagné. C'est pour ça qu'il faut un profil très spécifique, ce que le texte appelle l'organisateur. C'est quoi la psychologie de ce type? Une curiosité maladive, une irrévérence totale envers les dogmes. Et beaucoup d'humour. Il doit être un genre de schizoïde politique. Un schizoïde politique? Oui, il doit d'un côté diaboliser sincèrement l'adversaire pour motiver ses troupes, et de l'autre, garder l'esprit froid parce qu'il sait qu'il devra négocier avec ce même adversaire à la fin. C'est fou. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la règle d'or pour cet organisateur, c'est la communication. Ne jamais, au grand jamais, sortir du domaine de l'expérience de son interlocuteur. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à l'industrie de la tech. C'est exactement comme un concepteur d'interface, l'UI/UX, tu sais. Ah, développe un peu. Si l'utilisateur ne comprend pas intuitivement où cliquer parce que le design est hors de ses habitudes quotidiennes, c'est un échec total. Peu importe si ton code est génial, si c'est hors de son expérience, il décroche. C'est une comparaison parfaite. Parler hors de l'expérience de l'autre, c'est parler une langue morte. Le livre donne des anecdotes géniales là-dessus. Ah oui, l'histoire du pilote d'avion. Ah. Plutôt que de donner des données barométriques incompréhensibles, il dit
Cet appareil va consommer au décollage le même carburant que votre voiture pour faire Chicago-New York. C'est brillant. Parce que voir la jauge d'essence descendre, c'est dans l'expérience de tous les conducteurs américains. Ouais, Et l'expérience du billet de 10 $ devant l'hôtel Biltmore m'a fait pleurer de rire. elle est incroyable, Selma. Il essaye de donner un billet de 10 $ aux passants sans rien demander en retour. Et les gens fuient. Ils croient une arnaque ou se sentent insultés. Parce que dans notre société, l'argent gratuit n'existe pas. Ça brise tellement leur modèle mental que le cerveau voit ça comme une menace. Ça me rappelle aussi l'anecdote de l'omelette au foie de volaille. Raconte-la pour ceux qui nous écoutent, elle est parfaite. L'auteur va au resto, il commande le plat numéro 6, une omelette au foie, mais il demande que les foies soient servis à côté de l'omelette. Une demande super simple, quoi. Et c'est le chaos. Le chaos total. Le serveur panique, le chef refuse, l'auteur finit par payer hyper cher des plats à la carte. Tout ça parce qu'il est sorti de la routine encodée du serveur. Sortir de l'expérience, c'est introduire un virus dans le système. Exactement. Et ça s'applique même à la religion. L'auteur analyse l'épisode biblique où Moïse négocie avec Dieu après l'épisode du veau d'or. Négocier avec Dieu carrément. Oui, Dieu veut détruire le peuple et Moïse ne fait pas appel à la miséricorde, c'est trop abstrait. Il attaque sur l'ego et la réputation géopolitique de Dieu. Il lui dit « Que diront les Égyptiens si tu les détruis maintenant? Ta réputation sera ruinée. » Il a utilisé l'expérience de la fierté. C'est fort. Mais du coup, une fois la communication établie, comment l'organisateur fait pour secouer une communauté apathique si la situation est si terrible pour eux? Pourquoi ils n'agissent pas d'eux-mêmes? Cela soulève une question importante. L'auteur explique le concept de rationalisation. Quand un groupe est impuissant depuis longtemps, l'admettre est trop douloureux. Donc ils se convainquent que leur inaction est un choix culturel ou noble. Pour protéger leur ego? C'est ça. Et le boulot de l'organisateur, c'est de détruire cette rationalisation. Il doit transformer une mauvaise situation abstraite, un bad scene, en un problème concret sur lequel on peut agir, un issue. Et comment on détruit cette rationalisation? Parce que l'histoire avec les leaders autochtones du Canada, j'étais choqué en lisant ça. Ah oui, la fameuse pêche créative. Ils justifiaient leur misère en disant que leur harmonie avec le cosmos était supérieure au matérialisme occidental. Et l'auteur les a carrément insultés avec des jurons pour casser ça. C'est contre-intuitif, mais ça a marché. Avant lui, les officiels blancs étaient polis mais condescendants. En les agressant verbalement avec la vérité nue, il les a traités d'égal à égal. Ça a brisé le vernis et généré un vrai respect. Et ça leur a permis de s'organiser. Et une fois organisés, on passe aux tactiques. La règle numéro 1 est géniale. Le pouvoir n'est pas seulement ce que l'on a, mais ce que l'ennemi pense que l'on a. L'illusion est une arme redoutable. Et la règle numéro 3, sortir de l'expérience de l'ennemi. Comme le général Sherman pendant la guerre de Sécession. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a coupé ses propres lignes de ravitaillement pour sa marche vers la mer. L'armée ennemie était préparée à attaquer des lignes classiques. Face à ce comportement imprévu, ils ont totalement paniqué. Court-circuiter le logiciel adverse, c'est la base. Et la règle numéro 6 est très importante aussi. Une bonne tactique doit être amusante. Ah bah oui, parce que si c'est chiant, les gens s'épuisent. L'épuisement, c'est le cancer des mouvements sociaux. Et pour souder le groupe, l'organisateur doit pousser l'établissement à l'attaquer publiquement. S'il devient l'ennemi du maire, il gagne une légitimité énorme auprès des opprimés. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au final, cette analyse démontre que le changement social ne naît pas d'une soudaine crise morale de l'establishment. C'est une mécanique froide. Les mots pouvoir, conflit et compromis sont les seuls vrais outils. C'est une horlogerie implacable. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a une dernière pensée qu'on peut tirer de tout ça. Laquelle? Le cycle de la révolution. Si les non-possédants d'aujourd'hui utilisent ces tactiques, ils finiront par gagner et deviendront les possédants de demain. Et là, ils changeront leur morale pour protéger leur nouveau statut. Donc, sommes-nous condamnés à n'être qu'à une seule victoire de devenir l'establishment que l'on combat aujourd'hui? C'est la grande question vertigineuse de l'histoire humaine. Quelle réflexion! Notre feu de circulation de la morale est bel et bien cassé et c'est à nous de naviguer avec lucidité. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Et à notre audience, continuez d'examiner le monde froidement, tel qu'il est. À la prochaine.